Les rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Bonjour à toutes et tous et merci pour votre présence à la 3e séance des rencontres du RT14 en sociologie des arts et de la culture de 2024. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathilde Provençal pour parler avec elle de son ouvrage paru en 2023 chez ENS Éditions, Artistes mais femmes, une enquête sociologique dans l'art contemporain. Pour revenir sur l'organisation des rencontres, c'est un format qui est à la croisée du séminaire et du podcast et qui vise à présenter donc l'actualité de la recherche en sociologie des arts et de la culture sous forme de discussion avec les auteurs et les autrices qui ont publié des ouvrages récents dans ce domaine. Et donc les séances, elles prennent la forme d'un entretien qui est suivi d'un moment d'échange avec le public. Et le tout est enregistré et diffusé ensuite sur le carnet hypothèse du réseau du RT14 et sur sa chaîne YouTube. Donc on est ravis d'accueillir aujourd'hui Mathilde Provençal. Mathilde, elle est sociologue et elle enseigne à l'université LMU de Munich. Et le livre qu'elle vient nous présenter, il est issu de son travail de thèse, qui était soutenu en novembre 2019, et qui a obtenu le prix de thèse Valois des jeunes chercheurs et chercheuses du ministère de la Culture. Et donc, l'ouvrage s'interroge sur la place des femmes dans l'art contemporain. Et le point de départ de l'ouvrage, c'est en fait une énigme et un paradoxe. L'énigme, ça correspond à l'interrogation provocatrice formulée par la chercheuse féministe en histoire de l'art Linda... Là, j'aurais dû te demander comment ça se prononçait avant, Linda Norlin. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? Et donc, ma première question, ce serait de revenir sur cette interrogation qui paraît simple et expliquer en quoi, en fait, c'est pas si simple de répondre à cette question. Donc, pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? Est-ce que les artistes femmes sont moins talentueuses ? Merci. Déjà, merci de m'avoir invitée du coup, à venir présenter mon ouvrage donc, pendant cette troisième séance des rencontres du RT14. Et merci à vous d'être ici. Donc cette interrogation en fait, de Linda Nochlin, je l'ai reprise dans l'introduction du livre puisqu'elle faisait écho en fait, à ce que je pouvais entendre sur le terrain. Un certain nombre d'artistes, un certain nombre d'intermédiaires culturels, donc des critiques d'art, des commissaires, et puis aussi des collectionneurs, considèrent qu'en ce qui concerne la valeur artistique, c'est le travail qui compte, donc c'est une expression qui revenait assez souvent sur le terrain, et que seul importe la qualité des œuvres. Et en fait, cette explication, elle est problématique parce qu'elle conduit à naturaliser les différents genres et de réputation et elle laisse penser que si les femmes sont minoritaires dans les institutions et sur le marché de l'art contemporain, c'est parce que leur travail serait de moins bonne qualité, parce que les femmes seraient moins talentueuses, parce qu'elles ne seraient pas de grandes artistes. Et donc, dans son essai « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» qui est publié au début des années 70, Linda Nochlin, donc elle dénonçait cette naturalisation des inégalités genrées de reconnaissance artistique et elle écrivait, donc je la cite, « L'absence de grande réussite artistique chez les femmes peut s'énoncer sous forme de syllogisme. Si les femmes avaient en elles la pépite d'or du génie artistique, ce trésor se révélerait de lui-même. Or, il ne s'est jamais révélé, donc les femmes n'ont pas en elles la pépite d'or du génie artistique. » C'est QFD. Et donc, à partir de là, en fait, à partir de l'interrogation qui a été posée par Linda Nochlin, il y a un certain nombre de travaux en histoire de l'art qui ont été conduits, en histoire de l'art féministe. Toute une partie de ces travaux a consisté à faire ce qu'on appelle une histoire de l'art additionnelle, donc à rajouter, à découvrir, redécouvrir, réhabiliter des artistes femmes et les ajouter au canon, mais sans vraiment interroger ce canon. Et puis, il y a toute une partie de travaux aussi, conduits par des historiennes de l'art féministe qui sont plus critiques et qui ont interrogé en fait, les présupposés de cette question « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» et qui ont interrogé le canon, qui l'ont mis en cause en soulignant, par exemple, son caractère andro- et ethnocentré, et donc qui ont contribué à déconstruire, à interroger des notions comme celle de génie, de talent, et en montrant que ces notions, elles s'accordent plus facilement au masculin. Donc voilà, donc ça c'était un peu le point de départ, cette interrogation de Linda Nochlin, c'était un peu le point de départ du livre. Et donc Linda Nochlin, elle s'interroge sur l'histoire de l'art et donc le passé, et qu'est-ce qu'il en est
aujourd'hui? Est-ce qu'il y a davantage d'artistes femmes? Est-ce que tu peux revenir sur le paradoxe un peu à l'origine de ton enquête, justement? Le paradoxe qui est à l'origine de ma recherche et puis en fait qui est ce que le livre cherche à comprendre, c'est que les artistes femmes sont moins visibles dans les institutions de l'art contemporain, elles sont moins visibles sur le marché de l'art contemporain, dans les palmarès artistiques, alors qu'elles sont majoritaires en école d'art et que la population des artistes plasticiens est plutôt mixte. Je peux donner quelques chiffres en fait, qui permettent d'illustrer ce paradoxe et puis d'objectiver la place des femmes dans l'art contemporain. Les femmes, elles sont majoritaires dans les écoles d'art, et ce, depuis une quarantaine d'années. C'est pas quelque chose de nouveau. Dans les années 80-90, elles représentaient plus de la moitié des étudiants en école d'art. Elles représentent plus de 60% des étudiants en école d'art ces 20 dernières années, et plus de 2/3 des étudiants ces 8 dernières années. Donc dans le dernier observatoire des inégalités du ministère de la Culture, j'ai noté que c'était 70% d'étudiants qui sont des femmes en 2022-2023. Et pourtant, donc, les femmes, elles restent minoritaires parmi les artistes plasticiens en dépit de la féminisation de la profession ces 30 dernières années. La proportion de femmes est passée de 33% en 1991 à 43% en 2020. Et les femmes continuent d'être marginalisées sur le marché et elles sont minoritaires dans les positions les plus visibles, les plus valorisées du monde de l'art contemporain. Par exemple, selon le rapport sur le marché de l'art de Clare McAndrew de 2019, les femmes représentaient seulement un quart des artistes présentés dans les foires d'art contemporain en 2018. Et d'après un autre rapport, le Burns-Halprin Report de 2022, qui est publié par Julia Halprin et Charlotte Burns, elles ont calculé qu'entre 2008 et 2020, seulement 15% des artistes exposés dans les grands musées aux États-Unis étaient des femmes. Donc voilà, donc c'est ce paradoxe de la présence majoritaire des femmes dans les écoles d'art et puis ensuite de leur moindre visibilité sur le marché et dans les institutions. C'est ce paradoxe-là que le livre cherche à comprendre à partir d'une approche sociologique. Et justement, dans le livre, tu pointes les limites de certains modèles explicatifs. Tu cherches un peu à dépasser la figure du plafond de verre ou de l'explication par les socialisations de genre des femmes et des hommes. Du coup, je voudrais que tu reviennes un petit peu sur le cadre d'explication que tu as choisi pour analyser le cumul de processus défavorables aux carrières féminines. Oui, alors dans le livre, donc, je me suis appuyée notamment sur les recherches qui ont été conduites en sociologie du travail, en sociologie des organisations, sur les inégalités de genre dans les professions supérieures, et puis sur les critiques qui ont été menées par ces chercheuses à propos de la métaphore du plafond de verre. Cette image en fait, du plafond de verre, elle présente des limites parce qu'elle laisse penser que les barrières qui freinent, voire qui bloquent l'accès des femmes au sommet de la hiérarchie professionnelle, la métaphore du plafond de verre, elle laisse penser que en fait, tous ces obstacles ils se concentrent au plus haut niveau de la hiérarchie professionnelle, comme si tout se passait bien dans la carrière, et puis en fait, les problèmes se posaient seulement pour accéder aux plus hautes positions. Et donc, il y a un certain nombre de travaux qui ont pointé en fait, les limites de cette métaphore, qui conduisaient à étudier seulement l'accès aux positions les plus élevées. Et donc, à partir de ces travaux-là, moi, j'ai fait l'hypothèse que les obstacles rencontrés pour accéder au plus haut niveau de la réputation artistique et économique, que ces obstacles-là, ils ne se concentrent pas au sommet de la hiérarchie professionnelle, mais plutôt qu'ils se cumulent tout au long des carrières artistiques. Et donc, dès lors, il ne s'agissait pas pour moi d'analyser l'accès des femmes aux positions les plus prestigieuses, donc d'analyser la présence des femmes dans les musées prestigieux ou dans les segments les plus valorisés de l'art contemporain, du marché de l'art contemporain, mais il s'agissait plutôt de comprendre la dynamique de construction des inégalités de genre aux différents moments des carrières artistiques et donc d'essayer de mettre en évidence différents processus sociaux, des pratiques, des représentations qui vont se cumuler dans le temps pour contraindre le déroulement des carrières artistiques féminines. Et du coup, comment est-ce que toi, t'en es venue à t'intéresser à cet objet? Est-ce que, par exemple, tu connaissais bien le milieu de l'art contemporain? Est-ce que tu étais férue d'art contemporain? J'avais un intérêt pour l'histoire de l'art et pour l'art contemporain, mais ce n'était pas du tout un milieu que je connaissais bien. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à cet objet
en faisant un échange aux États-Unis. Donc, pendant mon master, pendant mes études de master, je suis partie un an à Chicago, au nord de Chicago, à Northwestern University. Et pendant cette année-là, j'ai suivi un séminaire qui s'appelait Feminist Theories and in Art History, donc un séminaire sur les théories féministes dans l'histoire de l'art. Et donc c'est là en fait que j'ai pris conscience que les artistes femmes, mais aussi les artistes de couleur, avaient été invisibilisées dans l'histoire de l'art et qu'elles étaient sous-représentées dans les institutions et sur le marché de l'art contemporain. Et donc j'ai commencé en fait à m'intéresser à ces questions-là en lisant des historiennes de l'art, Linda Nochlin, Griselda Pollock, Rosika Parker, Amelia Jones, Carol Armstrong, donc un certain nombre d'historiennes de l'art féministes anglo-saxonnes, et puis en découvrant le travail d'artistes femmes comme Eva Hesse, Marie Kelly ou Faith Ringgold. Et donc j'avais un intérêt pour l'art contemporain, pour l'histoire de l'art, mais c'est pas du tout un milieu que je connaissais bien. Et finalement, contrairement à beaucoup de sociologues qui ont travaillé, enfin pas tous les sociologues, mais un certain nombre de sociologues qui ont travaillé et qui ont enquêté sur les milieux artistiques, en fait, je ne suis pas du tout issue de ce milieu professionnel. J'ai aucune expérience dans le commissariat artistique, je ne suis pas du tout critique d'art, et je n'ai pas de pratique artistique liée aux arts visuels. Donc j'avais aucune relation personnelle ou familiale avec ce milieu avant de commencer ma recherche. Comment est-ce que tu as mené ton enquête? Est-ce que c'est un milieu professionnel difficile d'accès pour les sociologues, l'art contemporain? C'est un milieu qui n'est pas forcément facile d'accès, puisque du coup, moi, n'ayant pas cette posture de proximité, en fait, avec l'objet de recherche, j'avais pas en fait toute cette connaissance assez fine et assez intime qui peut nourrir l'analyse et puis en fait qui aide aussi sur le terrain, notamment quand on conduit des entretiens, ça permet d'ouvrir des portes, ça peut présenter un avantage dans la conduite d'un entretien, parce que ça peut faciliter les relances. On n'est pas obligé en début d'enquête de demander tout le temps qu'on nous explique qui est telle ou telle personne, en prenant le risque de perdre la face et de pas du tout être crédible pendant l'entretien. Et en même temps, le fait de ne pas être issue du milieu de l'art contemporain, c'était aussi quelque chose qui m'a permis de gagner la confiance des personnes rencontrées. Et donc, du coup, tu as décidé de mener une enquête où tu as fait à la fois des observations, des entretiens, et aussi tu as traité beaucoup de données quantitatives. Pourquoi c'était important de combiner à la fois en fait, des méthodes qualitatives et quantitatives d'enquête pour cet objet-là? Oui, alors moi j'aime bien citer une des artistes que j'ai rencontrée, que je cite aussi dans l'introduction, qui me disait en fait en entretien, je la cite, elle me disait « Il me semble que c'est très très difficile à définir cet ensemble de petites choses positives, très difficilement quantifiables, qui vont arriver à un artiste homme et qui ne vont pas arriver à une artiste femme, qui font que elle et lui, ils ne vont pas avoir le même type d'encouragement, le même type d'accompagnement, le même type de parcours au final. » Et donc, finalement, ces dernières années, il y a un certain nombre de chercheurs, de militantes, d'associations, le ministère de la Culture aussi, qui se sont attachés à quantifier, à objectiver la place des femmes dans l'art et la culture en produisant un certain nombre de statistiques ou d'indicateurs. Mais par contre, les mécanismes, les processus sociaux qui produisent ces inégalités, ils sont plus difficiles en fait à identifier. Et donc, c'est ce que soulignait cette enquêtée dans cet extrait d'entretien. Et donc, c'est pourquoi, dans l'enquête, j'ai choisi de diversifier les points d'entrée, les sources, les méthodes, les niveaux d'analyse pour essayer de saisir l'objet par différents points d'entrée, pour avoir différentes vues sur ce même objet de recherche, pour saisir les angles morts d'une méthode et enrichir, compléter les résultats obtenus à partir d'une méthode avec une autre méthode. Ça me permettait aussi de contourner, le fait d'articuler comme ça méthodes quantitatives et qualitatives, et puis données quantitatives et qualitatives, ça me permettait de contourner les difficultés de l'enquête sociologique dans un milieu professionnel qui est marqué par la résistance à l'objectivation et où la réussite s'explique beaucoup par le talent. Et puis, ça me permettait aussi d'étudier, d'analyser comment les inégalités de genre, elles sont produites et reproduites à différents niveaux, au niveau des interactions, au niveau individuel, puis au niveau organisationnel. Une des données, c'est que tu as choisi de prendre comme point de départ une école d'art réputée et de suivre les artistes qui sont passés par
Cette école, est-ce que tu peux peut-être revenir sur ce choix-là de partir d'une école en particulier, de la carrière des artistes, enfin de l'entrée dans l'école, du passage, etc. Oui, et en fait, cette entrée par l'école, déjà, c'est quelque chose qui peut paraître assez paradoxal. Et souvent, voilà, quand je présente le livre, je suis toujours obligée de repréciser ce choix, de le justifier. C'est assez paradoxal puisque, contrairement à d'autres pratiques artistiques comme la musique classique ou la danse classique, les arts plastiques ne nécessitent pas un accès précoce à l'apprentissage technique. Et il n'est pas non plus nécessaire d'être diplômé d'une école d'art pour être plasticien. On peut se dire plasticien, artiste plasticien, sans être diplômé d'une école d'art. Néanmoins, un certain nombre de travaux ont montré que le diplôme, c'est un droit d'entrée informel, pour reprendre l'expression de Gérard Mauger, que c'est un des ressorts de la féminisation de la profession. Et la formation artistique, elle joue favorablement sur le déroulement des carrières artistiques féminines. Et pour moi, en fait, cette entrée par l'école, elle présentait deux avantages. D'une part, ça me permettait de centrer l'analyse sur des femmes et des hommes qui avaient le plus de chances de devenir artistes et ensuite d'être visibles dans l'art contemporain. Et puis, ça m'a permis, l'autre avantage, c'est que ça m'a permis de travailler sur des femmes et des hommes qui étaient similaires du point de vue de la formation et du diplôme. Et du coup, quand j'analyse leur parcours, en fait, c'est plus facile, on peut mieux saisir ce qui relève du genre dans le déroulé de leur parcours, puisque les différences observées ne peuvent pas être expliquées par des divergences de qualification ou de formation entre les femmes et les hommes. Après, cette entrée par l'école, elle a aussi, le poids de l'école en fait dans l'analyse et dans le livre, c'est aussi quelque chose qui a été retravaillé petit à petit avec la manière dont le terrain évoluait, puisque au départ, donc j'avais choisi de travailler sur les carrières des diplômés, les parcours des diplômés de cette école prestigieuse que j'anonymise dans l'école, que j'appelle l'école des arts plastiques, mais je ne pensais pas m'intéresser, je pensais pas porter plus d'attention que ça sur ce qui se passait dans l'école. Et puis c'est en fait en faisant les premiers entretiens que je me suis rendu compte que quand même, même si les femmes étaient majoritaires dans l'école, j'avais quand même l'impression qu'il se passait quand même quelque chose, que c'était un moment important, en tout cas de leur parcours, et où un certain nombre de processus se mettaient en place, et que ça pouvait ensuite jouer sur leur entrée dans l'art contemporain. Donc après, j'ai déplacé un peu mon regard, j'ai reconstruit un peu l'objet de recherche en tenant compte aussi du rôle de l'école dans la formation des inégalités de genre, de classe et de race dans l'art contemporain. Oui, justement, la première partie du livre, ça revient bien sur le rôle de l'école d'art comme premier lieu de formation des inégalités. Est-ce que du coup, tu peux revenir sur comment ça se passe, le recrutement en école d'art, sur quoi repose le concours, que faire si nous voulons être pris à l'école des arts plastiques ? L'entrée dans les écoles supérieures d'art publiques qui relèvent du ministère de la Culture, elle se fait donc sur concours après obtention du baccalauréat ou sur dérogation spéciale pour les non-bacheliers. Et pour ce qui est de l'école des arts plastiques, donc on peut entrer en première année ou en cours d'études. Et je vais revenir brièvement sur le concours sur lequel j'ai travaillé, donc qui est le concours d'entrée en première année. Alors je donne pas l'année. Pour des questions d'anonymisation, je ne donne pas l'année exacte de ce concours, mais en tout cas, c'est un concours avant la mise en œuvre de Parcoursup, donc il y a des choses qui ont changé depuis. Donc ce concours, il se passe en deux étapes. Dans un premier temps, les candidats et les candidates envoient un dossier de candidature et un dossier artistique, et il y a un premier jury qui va sélectionner, qui va évaluer ces dossiers, et qui va sélectionner les candidats et les candidates qui auront le droit de se présenter ensuite aux épreuves d'admission. Et donc, au cours de cette deuxième étape, les admissibles sont évalués pendant 3 épreuves. Une épreuve de dessin, une épreuve de culture générale et d'analyse, et un entretien de 10 minutes avec un jury pendant lequel les candidats et les candidates présentent leur dossier artistique aux membres du jury. Il n'y a pas de coefficient, donc en théorie, toutes les épreuves ont le même point dans le recrutement. Mais pendant mes observations, l'entretien avec le jury, c'était vraiment l'épreuve déterminante. Et c'est vraiment par cette épreuve que la plupart des candidats que j'ai observés ont été admis ou non dans l'école. Et cet entretien, finalement, c'est l'épreuve la moins formalisée et celle qui met le plus l'accent sur la subjectivité des candidats et des candidates.
Oui, du coup, tu montres bien le rôle central de ce moment d'entretien individuel et comment le jury, qui est majoritairement masculin, mais tu pourras revenir dessus, mobilise des critères comme la personnalité des candidates et des candidats ou leur authenticité. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi juger la personnalité ou l'authenticité, ça peut produire des jugements, des évaluations marquées par des stéréotypes de genre et nuire aux candidates? Pendant l'entretien, donc le jury, il évalue, les membres du jury qui sont en majorité donc des hommes, ils évaluent deux choses. D'une part, donc ce dossier artistique que présentent les candidats. Donc, d'une part, le jury évalue le travail des candidats et essaie de saisir un peu les prémices d'une démarche artistique singulière. Donc ça, c'est une première chose qui est évaluée. Et la deuxième chose qui est évaluée, c'est la personnalité des candidats, qui est saisie à travers leur expérience singulière, des traits de caractère, de savoir-être, ou encore à travers le corps et l'apparence des candidats. Et donc, à partir de mes notes d'observation, j'ai pu mettre en évidence 5 critères qui sont mobilisés pour évaluer la qualité artistique des candidats. L'engagement dans la pratique artistique, l'originalité, l'innovation, l'authenticité et la cohérence de la démarche artistique. Donc, c'est des critères qui, à première vue, semblent plutôt neutres du point de vue du genre. Mais quand on regarde comment ils sont mobilisés en pratique par les jurés, on voit qu'en fait, il y a des stéréotypes de genre qui vont jouer dans la manière de les mobiliser pour sélectionner ou éliminer un candidat ou une candidate. Et par exemple, le jury n'accorde pas le même poids à la personnalité et au travail dans le processus d'évaluation et de sélection selon le sexe des candidats. Il y a plus d'un tiers des candidates admises qui ont été sélectionnées pour leur personnalité plus que pour leur travail, alors que c'est le cas d'un candidat sur les 19 admis que j'ai pu observer. De même, le jury fait référence à l'apparence physique de plus d'un quart des candidates contre 3 candidats. Et quand on regarde aussi les critères qui sont mobilisés pour évaluer la personnalité des candidats et des candidates, eh bien, on s'aperçoit que ces critères, en fait, ils ouvrent la voie à des assignations genrées. Le jury apprécie les candidats, alors je cite des expressions entendues dans les délibérations, mais le jury apprécie des candidats qui sont drôles, qui sont sympathiques ou qui vont présenter des traits de caractère qui vont signaler une capacité de travail. C'est un bosseur, c'est un hyperactif, c'est un tueur. Et à l'inverse, le jury valorise des candidates qui ont une sensibilité, une émotion, une délicatesse, donc qui présentent des traits socialement construits comme féminins. Et évoquer en fait la personnalité pendant la délibération, et notamment l'évoquer à propos des candidates, ça empêche aussi le jury d'évaluer leur dossier artistique, d'en discuter, de prendre en compte l'engagement dans leur travail et leur connaissance. Et finalement, c'est une manière de ne pas s'intéresser au travail des candidates. Et quand on regarde en fait comment est-ce que les jurés évaluent le travail des candidats et des candidates, eh bien, on voit que là encore, il y a des représentations genrées, des assignations genrées qui vont jouer, puisque par exemple, le jury exprime plus facilement des doutes sur l'authenticité du travail des candidates que sur celui des candidats. Donc à plusieurs reprises, les membres du jury ont considéré par exemple que certaines candidates avaient triché ou qu'elles n'étaient pas les autrices de leur travail ou qu'elles avaient copié d'autres candidats. Voilà, donc il y a un certain nombre d'assignations genrées ou de représentations genrées qui conduisent le jury à ne pas inscrire les œuvres de certaines candidates dans le registre de l'excellence artistique. Et d'ailleurs, tu expliques qu'à certains moments, le jury se dit qu'il faut sauver certaines candidates. Donc, tu parles d'un travail de sauvetage. De quoi s'agit-il? Donc, ils en éliminent certaines, mais il faut en sauver d'autres. Comment ça se passe exactement? Alors, cette expression en fait, donc, de travail de sauvetage, c'est une expression déjà que je reprends à Muriel Darmon, qu'elle a utilisée en fait, dans un article en 2012, où elle analysait le recrutement des étudiants en classe préparatoire. Et en fait, en reprenant mes notes d'observation, je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, le président du jury avait ouvert la délibération en demandant, donc je cite, « Qui veut sauver cette jeune femme ?» ou « Quelqu'un en veut ». Donc c'était vraiment, on ouvre la délibération en demandant « Qui veut sauver cette jeune femme ?»
Et parfois, dans la délibération, les jurés ont parfois justifié l'élimination d'une candidate en disant, je cite, « On a déjà sauvé la précédente ». Et en fait, dans le livre, je propose plusieurs interprétations donc, de ce travail de sauvetage. Selon le jury, l'admission d'une candidate, déjà, ça peut permettre de sortir la candidate de sa condition ou de la représentation que le jury s'en fait, puisqu'en fait, dans le dossier de candidature, il n'y a pas vraiment d'informations sur l'origine sociale des candidats et des candidates. Et donc, c'est à partir de ce qui est dit dans l'entretien, le jury se fait une représentation de la condition des candidates et considère qu'il faudrait sortir certaines candidates de leurs conditions et donc considère, par exemple, que certaines candidates ont un peu souffert ou qu'elles avaient dû s'accrocher. Donc là encore, dans la délibération, c'est une manière de mettre l'accent sur la personnalité des candidates ou sur leur supposée fragilité. Une deuxième manière d'interpréter ce travail de sauvetage, c'est de dire que en fait, ça consiste à repêcher des candidates qui sont écartées d'avance en raison de leur sexe, puisqu'on ouvre la délibération en disant qui veut sauver cette jeune femme. Et puis, c'est aussi une manière de dévaloriser, là encore, les compétences artistiques d'une candidate et de ne pas la considérer comme une éventuelle artiste professionnelle, puisque, à l'inverse, le jury va, là je reprends encore les expressions entendues en délibération, va parier sur le potentiel d'un candidat, donc ce qui est, à l'inverse, une manière de les inscrire dans une éventuelle carrière artistique. Donc du coup, on voit qu'il faut parier sur les hommes et sauver les femmes. Et donc en plus, les stéréotypes de genre, tu montres comment ils s'articulent aussi à des rapports sociaux de classe et de race pour certaines candidates, candidats. Ce processus d'évaluation et de sélection des candidats, donc il y a des rapports, il y a des assignations genrées, et puis en fait les rapports sociaux de race et de classe façonnent aussi ce processus d'évaluation et de sélection. Pendant l'entretien, pendant la délibération, la référence à certaines appartenances catégorielles des candidats, des candidates, donc par exemple le fait d'avoir une origine sociale favorisée quand c'est mentionné par exemple pendant l'entretien, la proximité avec les milieux artistiques, la nationalité ou le fait d'avoir un parcours marqué par la mobilité géographique. Le fait de faire référence à ces appartenances catégorielles, en fait, ça permet à certaines candidates de se distinguer et de faire la différence. Donc je reprends cette expression de West et Fenstermaker. Donc finalement, le jury parfois va prendre en compte d'autres aspects de l'identité des candidates dans l'entretien et la délibération. Et on voit qu'il y a des assignations relatives à la classe sociale ou à la race qui vont permettre à certaines candidates de compenser la disqualification liée au genre. Et donc par exemple, c'est le cas des candidates qui ont un parcours marqué par la mobilité géographique et un parcours cosmopolite. Donc, dans la délibération, le jury, en mettant l'accent sur le parcours cosmopolite de certaines candidates, va valoriser leur ouverture, leur singularité, leur originalité, la cohérence de leur démarche artistique. Donc finalement, c'est une manière de souligner qu'elles répondent bien aux critères de l'excellence artistique. Et à l'inverse, j'ai aussi noté en reprenant donc mes notes d'observation que des assignations racialisantes pesaient sur l'évaluation des candidats et des candidates asiatiques et que finalement ça a contribué à discréditer leurs compétences artistiques, donc leur dossier artistique. Au moment, lors de la première étape, leur dossier artistique a plus souvent été jugé stéréotypé, donc manquant d'originalité ou d'authenticité. Donc ça, stéréotypé, c'était quelque chose qui revenait dans les commentaires. Enfin, moi, c'est un processus que j'ai pas observé, mais j'avais regardé les notes qui avaient été faites par ce premier, les évaluations écrites, entre guillemets, qui étaient très brèves, faites par ce premier jury. Et puis ensuite, au moment de l'entretien, les jurés vont parfois mobiliser des stéréotypes dévalorisants, là encore, qui conduisent à ne pas tenir compte de certaines des qualités des candidats et à ne pas les inscrire à ne pas considérer que ces candidats répondent aux critères de l'excellence artistique. Ok, donc du coup, on voit que quand elles sont
sélectionner. Il n'y a pas les mêmes critères d'évaluation pour les femmes et pour les hommes. Et ensuite, une fois qu'on est dans l'école, il y a d'autres obstacles qui s'offrent à elles. Donc, si j'ai bien compris, en école d'art, les étudiants, ils suivent pas complètement des cours, mais en particulier, ils doivent se mettre à la recherche d'un atelier encadré par un artiste ou une enseignante qui va les accompagner ensuite, tu me corrigeras. Et du coup, comment ça se passe justement le choix de cet atelier? Tu parles en particulier d'un inégal sens du placement entre les étudiantes et les étudiants et aussi peut-être de difficultés à accéder à certains ateliers pour les étudiantes. C'est ce qui est particulier en fait à cette école, c'est que la formation de l'école des arts plastiques, en fait, elle est marquée par cette place prise par le travail en atelier dans le parcours des étudiants et des étudiantes. Donc, quand les étudiants et les étudiantes rentrent dans l'école, il y a un nouveau processus d'évaluation et de sélection, puisque chaque étudiant en fait doit trouver un atelier dans lequel il ou elle va rester il ou elle peut rester pendant les 5 prochaines années de son parcours. On peut aussi changer d'atelier en cours d'études et on peut parfois être dans 2 ateliers. Donc l'atelier, c'est un espace de travail qui est collectif puisqu'il y a entre 15 et 30 étudiants qui travaillent dans cet espace, des étudiants de différentes promotions, donc les étudiants sont mélangés. Donc c'est un espace de travail collectif, mais qui est vraiment centré sur le travail individuel de l'étudiant, puisque l'idée, c'est que l'étudiant ou l'étudiante développe une démarche artistique singulière. Et cet atelier, il est placé sous la direction d'un ou d'une, mais le plus souvent d'un, en tout cas pendant mon enquête de terrain, c'était plus souvent un chef d'atelier qui donne son nom à l'atelier et qui est un artiste ou une artiste plus ou moins reconnue. Donc certains ateliers sont centrés sur une pratique, il y a des ateliers de peinture, des ateliers de photographie et d'autres sont plus multimédia. Pour ce qui est donc du choix de l'atelier, donc en début d'année, donc les étudiants donc se renseignent sur les ateliers, sur les chefs d'atelier, tentent de s'inscrire. Donc il y a des listes comme ça qui sont affichées, enfin collées à l'entrée de l'atelier. Donc il faut vite s'inscrire avant que la liste soit pleine pour essayer de passer un entretien avec le ou la chef d'atelier. Et puis, les étudiants font comme ça le tour des ateliers, essaient de faire un certain nombre d'entretiens, de rencontrer un certain nombre de chefs d'atelier. Et pendant cet entretien, à nouveau, l'étudiant ou l'étudiante présente son dossier artistique et a un échange avec le ou la chef d'atelier, et puis parfois avec le reste de l'atelier. Parfois, il y a le reste de l'atelier qui assiste à cet échange. Et cette expression donc, de sens du placement, je l'ai reprise en fait, là encore c'était une expression que j'ai reprise et qui est utilisée dans un autre contexte en fait par Jean-Christophe François et Franck Poupeau pour étudier les inégalités scolaires en lien avec les inégalités résidentielles. Donc ils ont un article qui s'appelle « Le sens du placement scolaire, la dimension spatiale des inégalités sociales ». Et donc dans le livre, je montre que ce sens du placement, il est inégalement réparti selon le sexe, l'origine sociale et l'origine scolaire. Puisque pour trouver un atelier, certains étudiants et étudiantes vont juste chercher une place pour travailler, n'ont pas vraiment de stratégie et vont faire ça au feeling. Et d'autres, en fait, vont faire preuve d'un sens du placement. Donc, c'est plutôt des étudiants qui ont fait une classe préparatoire, donc qui sont déjà un peu informés sur l'école, qui ont étudié dans une autre école d'art ou à l'université, ou qui ont habité Paris. Donc, généralement, c'est des étudiants issus plutôt des classes moyennes et supérieures, qui sont bien dotés en capital culturel et économique, et qui connaissent déjà des étudiants au sein de l'école, voire parfois certains professeurs, ou qui bénéficient des conseils de leurs anciens professeurs. Donc ils disposent de plusieurs ressources qui leur permettent comme ça de s'orienter au sein de l'école pour choisir un atelier. Et puis cette expression, je l'ai aussi utilisée pour, donc de sens du placement, pour désigner le comportement stratégique de certains étudiants, donc en majorité des hommes, qui sont guidés en fait dans ce choix de l'atelier, ils sont guidés par l'ambition professionnelle, par la rentabilité professionnelle, et donc ils vont chercher à rejoindre un atelier prestigieux dirigé par un artiste réputé. Donc oui, tous ces ateliers ne se valent pas pour la carrière ensuite. Est-ce que du coup, pourquoi est-ce que c'est difficile pour certaines étudiantes de trouver une place dans ces ateliers ?
Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des effets de cooptation, par exemple, pour rentrer dedans ou de contrôle masculin de ces ateliers? Comme au moment du concours d'entrée, en fait, là encore, il y a des représentations, des assignations liées au genre qui font que certaines étudiantes ne sont pas sélectionnées par certains professeurs parce qu'elles font un travail qui est considéré comme féminin ou comme féministe. Donc c'est quelque chose qui fait que c'est plus difficile pour certaines étudiantes de rentrer, d'accéder à certains ateliers. Et puis ensuite, une fois qu'on a été pris dans l'atelier, il y a des enjeux de pouvoir au sein de l'atelier qui vont se cristalliser autour de la question de l'occupation de l'espace. Donc, dans l'atelier, en fait, pendant très longtemps, les chefs d'atelier ont privilégié l'auto-organisation des étudiants et intervenaient très peu dans l'attribution des espaces de travail. Donc, les étudiants devaient se faire une place pour pouvoir travailler. Et il y avait une règle informelle, donc qui a souvent été mentionnée en entretien, c'est que les premières années ont très peu d'espace pour travailler, et puis qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus, en fait, on gagne de l'espace. Et donc il y a tout un tas de stratégies qui sont mises en œuvre par les étudiants et par les étudiantes pour occuper l'espace et puis pour se faire une place. Donc ne pas s'absenter trop longtemps. Laisser, quand on part à manger, par exemple, laisser un mot avec son numéro de téléphone ou en demandant qu'on ne déplace pas le travail, marquer son territoire avec son matériel, faire des grands formats, tout un tas de stratégies. Et en fait, les étudiants et les étudiantes, de par leur socialisation de genre, ne sont pas préparés de la même manière à occuper l'espace et les étudiants sont moins préparés à cet enjeu de lutte autour de l'occupation de l'espace. Et cette question en fait de l'accès aux ateliers, donc là c'était au sein de l'atelier, mais l'accès aux ateliers, donc j'ai dit un peu plus tôt comment est-ce que ça pouvait être plus difficile parce que certains professeurs refusent de prendre des étudiantes, mais ça peut aussi se traduire par l'accès aux ateliers peut aussi être compliqué par un contrôle masculin de l'espace de travail qui est mis en œuvre par le comportement et les actions d'un certain nombre d'étudiants qui conduisent en fait à barrer l'accès aux étudiantes à un atelier de pratique artistique ou un atelier technique. Donc par exemple, en entretien, il y a un certain nombre d'anciennes étudiantes qui ont fait référence à, donc je cite leur expression, des bandes de coqs défendant leur territoire, et donc qui barre en quelque sorte l'accès de l'atelier aux étudiantes. Ça peut passer aussi par le fait de tenir des propos dévalorisants à propos des étudiantes, à propos de leur travail, par le fait d'avoir une consommation excessive d'alcool ou de drogue, ou encore par le fait de sexualiser les étudiantes, donc différentes pratiques qui conduisent à mettre les étudiantes mal à l'aise pour travailler au sein de l'atelier, voire pour y entrer, puisque certaines ne rentrent plus en fait dans certains ateliers techniques. Donc il y a des ateliers, c'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais il y a des ateliers de pratique artistique dirigés par des chefs d'atelier, et puis il y a des ateliers techniques dans lesquels on peut aller travailler quand on a besoin de s'initier ou de travailler avec certains outils ou certaines techniques. Ouais, du coup, tu montres qu'il y a une sexualisation des étudiantes par des enseignants et par des autres étudiants aussi qui peut avoir lieu dans l'école. Puis il y a une sexualisation donc des étudiantes par les étudiants, donc qui passe, comme je le disais, qui peut passer dans l'atelier par le fait d'avoir des regards appuyés, parce que il y a certaines pratiques qui demandent d'avoir certaines positions et qui du coup, si on travaille avec des hommes qui sont d'autres étudiants qui sont en train de nous reluquer, c'est pas forcément très agréable de travailler dans ces conditions-là. Et puis cette sexualisation, elle se fait aussi, elle est aussi le fait de professeurs au moment du concours d'entrée. Donc je le disais que les jurés pouvaient prêter attention, et pouvaient sélectionner aussi certaines candidates pour leur apparence physique. C'est le cas aussi au moment du choix des étudiants et des étudiantes dans les ateliers de pratique artistique. Et en fait, cette sexualisation
des étudiantes, elle a deux effets. C'est que d'une part, ça va jeter le doute, le discrédit, ça discrédite en fait la réussite des femmes, et puis ça freine leur insertion dans des réseaux professionnels. Par exemple, dans les entretiens, il y avait une expression qui revenait souvent pour expliquer la présence majoritaire des femmes dans les écoles d'art, et notamment à l'EAP, et pour expliquer le fait qu'elles soient majoritaires dans certains ateliers. Il y a un certain nombre d'anciens et d'anciennes étudiantes qui, pour expliquer ça, faisaient référence à l'existence de quotas de jolies filles. Et donc finalement, le fait que les femmes soient majoritaires en école d'art, c'est pas considéré, c'est pas interprété comme un signe de leur compétence artistique, mais voilà, on fait référence là encore au fait que certaines femmes sont sélectionnées au moment du concours d'entrée pour leur apparence physique, et finalement ça affecte aussi plus tard la manière dont elles sont perçues au sein de l'école, puisque ça délégitime leur présence. Et puis ça ne contribue pas à les considérer comme des futurs collègues potentiels avec lesquels on a envie de faire des projets d'exposition ou qu'on a envie d'inviter plus tard dans des projets. Oui, parce que tu montres dans le livre que d'une part, pendant leur formation au sein de l'école, ça complique leur formation de chercher un atelier, de naviguer entre plusieurs ateliers, mais ensuite ça a des conséquences finalement sur leur carrière même. Le fait de ne pas s'être inscrit dans un atelier en particulier ou d'avoir changé beaucoup d'ateliers, ça a des conséquences aussi sur les carrières des étudiantes que tu as rencontrées. Dans le livre aussi, donc, je montre qu'il y a que les étudiantes sont plus mobiles, en fait, que les anciennes étudiantes que j'ai rencontrées sont plus mobiles que les étudiants, et qu'en tout cas, quand elles sont mobiles, c'est une mobilité qui est contrainte, qui est pas une mobilité choisie. Les étudiants changent d'atelier parce qu'ils ont envie d'aller travailler avec un autre professeur. Les étudiantes changent d'atelier parce qu'elles travaillent dans un environnement dans lequel, elles ne se sentent pas forcément à l'aise, ou alors parce qu'elles veulent échapper à cette relation sexualisée, donc avec un professeur. Donc il y a différentes raisons sur lesquelles je reviens dans le livre qui font que certaines étudiantes choisissent de changer d'atelier. Sauf qu'en changeant d'atelier comme ça à plusieurs reprises au sein de l'école, on pourrait se dire finalement ça pourrait être positif parce que ça leur permet de rencontrer plusieurs professeurs, ça leur permet de rencontrer plein d'autres étudiants ou de découvrir différentes pratiques. En fait, moi je montre que ça a un effet négatif sur leur parcours, puisque ça entraîne une instabilité de l'espace de travail. Certaines étudiantes en fait se retrouvent dans des ateliers où elles n'ont plus accès. Par exemple, il y avait une ancienne étudiante qui avait une pratique de céramique et qui s'est retrouvée dans un atelier où elle n'avait plus accès à un four, donc elle ne pouvait pas continuer sa pratique, ou alors on n'a plus accès à certains matériaux. Donc ça ne permet pas de continuer à développer la pratique sur laquelle on était en train de travailler. Et puis, je montre aussi que c'est plus difficile quand on est mobile comme ça entre différents ateliers, c'est plus difficile d'accéder aux règles de l'art, donc à toutes ces normes professionnelles, conventions professionnelles qui sont transmises de manière très informelle par les professeurs à un petit nombre d'étudiants et d'étudiantes. Mais du coup, si on est mobile, c'est plus difficile d'établir une relation de proximité avec le ou la chef d'atelier, et du coup de bénéficier de cette transmission informelle des règles de l'art. Et puis c'est plus difficile aussi de bénéficier en fait du réseau professionnel du ou de la chef d'atelier qui va pas qui ouvre pas son réseau professionnel à tous les étudiants de l'atelier. Et du coup, justement, comment ça se passe ensuite, cette insertion dans les champs artistiques? Déjà, comment est-ce qu'on peut, une première question plus méthodologique, comment est-ce qu'on réussit sociologiquement à la mesurer ou à l'appréhender, finalement, l'insertion ou le succès dans le champ artistique? Toi, tu as utilisé un palmarès en particulier, mais il y a d'autres indicateurs. Comment est-ce qu'on fait sociologiquement pour mesurer l'insertion ou le succès dans ces milieux? C'est une question qui n'est pas évidente et sur laquelle un certain nombre de sociologues de l'art, de la culture sont revenus depuis un certain nombre d'années. Moi, je me suis posé justement la question de savoir quels critères de professionnalité j'allais retenir pour essayer de travailler, pour étudier le devenir professionnel des étudiants et des étudiantes
après la sortie de l'école. Donc il y a il y a plein de critères. Ça peut être le temps dédié à la création, ça peut être le fait d'être attaché à la maison des artistes, donc l'organisme qui gère la sécurité sociale des artistes, enfin qui gérait. Ça peut être le fait d'être représenté ou non par une galerie, le fait de tirer des revenus de son travail artistique. Donc il y a un certain nombre de critères. Moi, j'ai choisi comme critère de professionnalité la réputation, que j'ai mesurée à travers la visibilité de l'artiste dans l'art contemporain. Et pour mesurer la visibilité, donc au début, je m'étais dit, ah bah tiens, je vais peut-être prendre les CV. Puis en fait, voilà, il y avait toute une question la quantification, essayer de quantifier ça, c'était pas forcément évident. Et en fait, il y a un certain nombre d'outils qui ont été aussi développés pas à destination des sociologues, mais il y a des outils, les dispositifs de réputation qui ont été développés dans le milieu de l'art contemporain, donc qui sont les palmarès. Et donc je me suis appuyée sur un palmarès artistique, le palmarès Artfax, qui classe les artistes à partir de leur visibilité dans l'art contemporain. Donc il classe les artistes à partir du nombre total d'expositions réalisées par l'artiste, du type d'exposition, est-ce que l'artiste fait une exposition individuelle ou collective, et puis à partir du lieu de l'exposition, est-ce que l'exposition a lieu dans une galerie privée, dans une institution ou dans un festival ou une biennale, et qui prend en compte aussi l'étendue géographique de la visibilité. Et du coup, donc j'ai pris je me suis appuyée sur ce palmarès comme étant une énorme grosse base de données pour construire ensuite, moi, ma propre base de données pour pouvoir travailler sur le devenir professionnel des étudiants et des étudiantes de cette école et puis pour étudier l'effet du genre sur la réputation artistique. Et du coup, tu montes dans l'insertion professionnelle, à ce moment-là qu'on a un phénomène d'évaporation féminine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'évaporent les femmes Que deviennent-elles Donc ça, c'est les résultats de... Peut-être je vais repréciser très rapidement cette base de données du coup, sur laquelle je me suis appuyée. Donc en fait, j'ai fait une base de données de tous les diplômés de l'école entre 1995 et 2013. Et ensuite, à partir de cette première base de données, je suis allée voir dans le palmarès Artfax qui apparaissait, qui était référencé ou non dans ce palmarès. Et donc, j'ai construit une deuxième base de données de tous les diplômés de l'EAP entre 1995 et 2013, référencés dans Artfax en 2017, donc qui est l'année de construction de la base de données. Et en fait, en analysant cette base, je me suis rendu compte, du coup, j'ai montré que les femmes ont moins de chances déjà de devenir artistes que les hommes. 58% des hommes diplômés de l'école apparaissent dans Artfax contre 50% des femmes. Les femmes accèdent aussi plus difficilement au plus haut niveau de la réputation. Donc les hommes réputés sont plus réputés que les femmes. Parmi les artistes très visibles, les hommes sont plus sollicités que les femmes pour exposer. Mais je montre aussi que, certes, on a une évaporation, mais que les femmes ne disparaissent pas du sommet de la hiérarchie artistique, puisqu'elles représentent presque la moitié des artistes les plus réputés. Donc elles représentent 59% des diplômés et un peu moins, il me semble que c'est 47%, des artistes les plus réputés. Donc on a une évaporation, mais elles ne disparaissent pas. C'est pas la sécheresse, quoi. Et du coup, comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette évaporation ? Dans le livre, à un moment, tu reprends une expression qui serait travailler sa carrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça peut expliquer une partie de l'évaporation féminine ? Alors, travailler sa carrière, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que je la définissais pas tant que ça, cette expression, tellement elle me paraissait évidente. C'est une expression qui est utilisée en fait par un enquêté dans un entretien pour parler de la carrière de sa mère qui n'avait pas travaillé sa carrière justement. Et donc moi j'ai repris cette expression aussi pour souligner que le travail artistique il se réduit pas au travail créateur. Donc le travail artistique c'est d'une part donc certes le travail créateur, donc développer une démarche artistique singulière, la nourrir dans le temps. Ça comprend aussi tout un tas d'activités accessoires, pour reprendre l'expression de Hughes. Donc trouver un atelier, trouver du matériel,
organiser le transport d'une œuvre pour une exposition, communiquer et rendre visible son travail, mettre en place un système, par exemple, pour savoir où se situe telle œuvre à tel moment, enfin, pour essayer d'avoir un peu en tête, voilà, de garder une trace un peu de où se situe son travail. Et puis, travailler sa carrière, c'est cette expression, elle fait référence à toutes ces activités qui sont liées à la diffusion du travail artistique, à sa visibilité, par exemple avoir un site internet, à tout ce qui est communication autour du travail, par exemple avoir une newsletter pour tenir informé des intermédiaires, des collectionneurs, voilà, pour tenir informé de son activité artistique. C'est aussi toutes les activités de prospection, les activités qui consistent à répondre à des appels à projets, à postuler à un 1% artistique, postuler à une résidence artistique, et puis aussi toutes les activités plus informelles, comme le fait par exemple d'aller dans un vernissage pour développer un réseau professionnel, ou essayer de trouver une manière subtile, par exemple, dans un vernissage ou dans un autre moment, mais voilà, trouver une manière subtile, par exemple, de faire savoir qu'on aimerait changer de galerie. Donc tout un tas d'activités qui font référence en fait à cette dimension stratégique du travail artistique et qui ne s'apprend pas forcément en école d'art. Et là encore, ce que je disais plus tôt, en fait, sur cette mobilité, par exemple, enfin, une des explications, c'est ce que je disais plus tôt, sur cette mobilité des étudiants des étudiantes entre les ateliers, et puis sur tous les processus que je mets en évidence qui se mettent en place dans l'école et qui jouent en fait sur l'intégration des femmes à l'art contemporain, au fait qu'elles sont moins insérées dans les réseaux et qu'elles ont moins accès en fait aux règles de l'art et à toutes ces normes informelles qui sont derrière cette idée de travailler sa carrière. Ok, donc du coup, les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à ce travail de carrière nécessaire, c'est ça que tu veux que tu expliques dans le livre ? Dans le livre, après, c'était pour revenir aussi voilà, sur travailler sa carrière. En fait, c'est vrai que je l'ai pas précisé non plus là, c'est que ce travail de la carrière artistique, c'est le fait à la fois des artistes, mais c'est le fait aussi des intermédiaires, et que l'accès aux intermédiaires, le fait d'être soutenu par des intermédiaires artistiques et par des intermédiaires marchands, et ben effectivement, il y a des biais de genre en fait qui vont jouer et qui font que ce travail, que travailler sa carrière, c'est quelque chose qui est genré aussi. Oui, parce que du coup, ces intermédiaires, donc ça peut être, si j'ai bien compris, les marchands d'art, les galeristes, les critiques, et eux aussi, ils ont des manières genrées d'évaluer la qualité des œuvres et des artistes et de les recruter ou de les mettre plus ou moins en avant. C'est ce que tu montres aussi dans le livre. Oui, donc là encore, comme au moment du concours d'entrée, voilà, je montre à différents moments à différents moments de la carrière que ces représentations, ces assignations genrées, elles vont jouer sur l'évaluation du travail artistique. Donc, on en a parlé tout à l'heure pour ce qui était du concours d'entrée. Et puis, ça peut jouer par la suite à différents moments pour savoir, pour savoir quelle œuvre on va acheter, quelle œuvre tel collectionneur va acheter, quel artiste un galeriste ou une galeriste décide de représenter ou pas. Ces processus d'évaluation, ces processus de sélection, là encore, ils sont marqués par des assignations et des représentations liées au genre. Et par exemple, là encore, on retrouve cette dévalorisation des pratiques artistiques qui sont considérées comme féminines ou comme féministes en raison du sujet traité, du médium ou des techniques utilisées. Et puis, alors ça, je le montre moins, il me semble, dans le livre, mais les intermédiaires utilisent aussi des critères de valorisation du travail artistique qui sont des critères qui sont socialement construits comme masculins. Donc pour parler des œuvres, par exemple, les intermédiaires ou les collectionneurs vont souvent dire qu'ils ou elles apprécient des œuvres fortes, des œuvres puissantes, des œuvres intenses, et parfois ils et elles suggèrent que les femmes répondraient moins à ces critères socialement construits comme masculins.
Et tu montres aussi que parmi les obstacles, il y a ces évaluations genrées et qu'il y a aussi la maternité qui peut devenir un obstacle aux carrières artistiques féminines, qui apparaît pour une partie de ces intermédiaires comme antinomique avec la pratique artistique. Oui. Oui. En fait, la maternité, elle peut malheureusement devenir un obstacle aux carrières artistiques féminines quand elle empêche certaines artistes de répondre aux normes professionnelles qui organisent le travail artistique, ou quand elle est dévalorisée par les intermédiaires qui supposent alors que les femmes ne peuvent pas répondre à ces normes, ces pratiques professionnelles. Donc, par exemple, en raison de l'inégal partage des tâches domestiques et parentales, il est plus compliqué pour les femmes d'avoir un engagement total dans leur pratique artistique, d'être disponibles le soir et le week-end pour construire un réseau professionnel, ou bien de partir loin pour faire une résidence artistique, et ce d'autant plus que pendant longtemps, alors maintenant il y a des interrogations et des réflexions autour de ça, mais par exemple pendant longtemps, les résidences artistiques n'acceptaient pas les enfants. Et puis donc ça devient aussi un obstacle, la maternité peut aussi devenir un obstacle quand un collectionneur, un ou une galeriste décide de ne plus soutenir une artiste à l'arrivée d'un enfant, donc de ne lui achète plus des œuvres, ne la présente plus dans des foires d'art contemporain, ou voire décide de ne plus représenter cet artiste, parce que selon lui ou selon elle, l'artiste doit choisir entre sa carrière et le fait d'avoir un enfant, et que ça serait quelque chose qui ne serait pas compatible. Si c'est une femme, il doit choisir entre sa carrière et avoir des enfants. Je suppose que les hommes, on ne leur demande pas la même chose, par exemple. La paternité n'est pas un obstacle, est moins un obstacle. Et désolée, je t'ai interrompu. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même tu racontes dans le livre aussi qu'il n'y a pas le même rôle des institutions publiques et du marché dans l'insertion des femmes dans le monde de l'art contemporain. Est-ce que c'est plus accessible, les institutions publiques, que le marché? Comment ça se passe concrètement? Oui. Alors, ça, déjà, c'est quelque chose que là encore, je vais peut-être pouvoir montrer comment est-ce que j'ai pu articuler les données quanti et les données quali, parce que c'est quelque chose que j'ai mis en évidence en fait à partir de l'analyse de cette base de données, donc des diplômés de l'EAP entre 1995 et 2013 présents dans Artfax. En fait, en utilisant un modèle de régression linéaire, donc en faisant un raisonnement toutes choses égales par ailleurs, j'ai pu montrer que être une femme, ça a un effet négatif sur la visibilité en galerie et sur la visibilité dans les expositions personnelles, alors qu'être une femme, ça n'affecte pas la visibilité dans les institutions, dans les festivals et dans les biennales, et aussi dans les expositions collectives. Et j'ai aussi montré que ce différentiel genré de réputation, il disparaît pas, il persiste pour les artistes les plus réputés. Et finalement, ça rejoint un résultat qui avait déjà été montré par d'autres travaux, par exemple les travaux d'Alain Quémin et de Clara Lévy dans leur analyse du parcours de Marina Abramovic, où les travaux d'Alain Quémin sur l'art contemporain montrent que la reconnaissance institutionnelle des femmes présente dans les palmarès artistiques, par exemple, est plus importante que la reconnaissance marchande. Une des raisons à cela que j'analyse dans le livre, c'est que les hommes sont beaucoup plus présents en fait sur le marché, puisque parmi les galeristes très réputés, une majorité d'entre eux sont des hommes, alors qu'à la tête des institutions, les FRAC, des centres d'art, on a beaucoup plus de femmes. Et puis que sur le marché, une grande majorité des collectionneurs sont des hommes. Je me demandais, justement, tu montres quelles sont du coup les ressources ou les spécificités des artistes féminines qui arrivent finalement à résister à ces normes de genre ou à ces mécanismes d'exclusion. Quelles ressources il faut avoir finalement pour résister à l'évaporation? Et bien dans le livre, donc j'en ai identifié plusieurs. Alors je vais peut-être pas revenir dans le détail sur toutes, mais
Déjà, je montre que la formation, alors certes, le livre montre que la formation, enfin l'école, c'est un moment de la fabrique des inégalités de genre, de classe et de race dans l'art contemporain, mais la formation, ça facilite aussi l'entrée et le maintien de certaines artistes dans l'art contemporain, puisque ça leur permet d'accéder à des ressources techniques, à des ressources matérielles et à des réseaux professionnels. Et par exemple, à la fin de leurs études, donc au bout des 5 années, au moment du diplôme, les étudiants, enfin au moment de cette évaluation, un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes obtiennent les félicitations. Et en fait, ces félicitations qui sont obtenues au moment du diplôme, alors certes, les femmes ont moins de chances d'être félicitées que les hommes, mais les félicitations, en fait, c'est quelque chose qui va jouer comme un tremplin, en fait, pour certaines artistes, puisque ça permet de légitimer leur travail, ça réduit, en fait, l'incertitude sur la qualité artistique de leur travail, qui est très forte, en fait, en début de carrière. Cette incertitude, elle est très forte, donc ça permet de réduire cette incertitude, et puis ça leur donne une visibilité, et puis ça facilite aussi leur insertion dans des réseaux professionnels, puisque les étudiants et les étudiantes félicités, par exemple, participent montrent leur travail dans une exposition l'année d'après, donc sont en relation avec des professionnels de l'art pour organiser cette exposition. Et puis cette exposition des félicités, elle est ensuite visitée par un certain nombre de critiques, de galeristes ou de collectionneurs. Donc la formation, c'est une ressource. Dans le livre, j'évoque aussi, j'en évoque d'autres, j'évoque les appuis masculins, donc le fait de bénéficier de l'appui d'un mentor, donc de son chef d'atelier par exemple, ou le conjoint masculin qui peut aussi être une ressource quand il reconnaît le caractère professionnel de la vocation artistique de sa compagne. Quand c'est pas le cas, c'est pas une ressource. J'avais aussi identifié la mobilité géographique qui permet en fait à un certain nombre d'artistes femmes de contourner un certain nombre d'obstacles, et puis c'est aussi une manière de montrer qu'on répond à ces normes professionnelles qui organisent les carrières artistiques et qui sont en fait des normes masculines. Donc le fait de postuler à des résidences à l'étranger, de postuler à des biennales, à des festivals à l'étranger. Une autre ressource ou stratégie, ça peut être aussi, cette fois-ci peut-être pour contrer ou en tout cas contrer les représentations genrées, c'est le fait de jouer avec les représentations ou les assignations liées au genre dans le travail et de réaffirmer en fait par là le caractère professionnel de leur pratique artistique. Donc par exemple, il y a certaines artistes qui craignent que leur travail soit dévalorisé en raison des questionnements qu'elles abordent, en raison de la pratique ou du médium qui est utilisé. Et donc certaines artistes vont utiliser l'ironie ou l'humour pour mettre à distance un travail féministe ou un travail qui pourrait être qualifié de féminin. Et d'autres artistes peuvent jouer avec les stéréotypes de genre pour brouiller ou transgresser l'ordre du genre. Donc, c'est le cas dans le livre. Je donne l'exemple d'une artiste qui, pour une exposition personnelle, avait réalisé des œuvres monumentales qui ont beaucoup impressionné ses collègues et qui lui ont permis en fait de donner une légitimité à son travail et qui lui ont permis d'exposer à côté de ces œuvres monumentales d'autres œuvres qui, parce qu'elles impliquaient un savoir-faire féminin, auraient pu être considérées comme n'étant pas de l'art, mais auraient pu être considérées comme relevant des arts appliqués. Donc ça, c'est une autre ressource, c'est le fait de jouer avec les représentations, les assignations genrées dans le travail, dans la pratique. Et puis dans le livre, après, pour revenir sur les institutions, j'analyse en fait aussi le rôle de la politique culturelle qui a permis, en fait, en créant un certain nombre d'institutions, notamment les FRAC, les centres d'art, des départements d'art contemporain, qui a permis aux femmes diplômées jusqu'au milieu des années 2000 à peu près, ça a permis de soutenir la carrière d'un certain nombre d'entre elles
et de compenser la discrimination qu'elles pouvaient rencontrer sur le marché de l'art. Donc un certain nombre, plusieurs d'entre elles par exemple, ont pu avoir des œuvres achetées par des fonds régionaux d'art contemporain ou par le Fonds national d'art contemporain, alors qu'elles n'étaient pas représentées par des galeries. Et j'ai rencontré aucune, parmi les diplômés plus récemment, il n'y en a aucune qui a été achetée sans être représentée par une galerie. Donc voilà, dans le livre, je revenais aussi sur le rôle de la politique culturelle sur le parcours des artistes femmes. Super, merci beaucoup Mathilde. Alors du coup, j'ouvre la discussion à la salle. Est-ce que des questions émergent? Non, ne vous en faites pas, j'en ai plein, mais je voulais arrêter de parler moi. Alors oui, cette question du harcèlement sexuel, c'est quelque chose qui est présent dans les écoles d'art. Après, je ne l'ai pas précisé, mais la recherche donc, que j'ai conduite, je l'ai conduite entre 2014 et 2018. Donc en fait, mon enquête de terrain, elle s'arrête au moment où commence MeToo. Et puis, en fait, voilà, il fallait finir la thèse. Donc il fallait quitter le terrain. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai eu moins de données, moins de matériaux. Et puis aussi parce que c'était une question... j'ai pas non plus centré dans les entretiens... centrer les entretiens sur cette question-là, ou alors quand on m'en parlait, comme j'avais aussi envie d'accéder à d'autres informations, parfois j'ai fait le choix aussi de ne pas poser certaines questions pour pas me fermer la porte à d'autres informations pendant la conduite de l'entretien. Mais en tout cas, c'était une question qui était déjà présente, qui est déjà posée en fait. En 2013, il y a un rapport qui avait été présenté au Sénat par Brigitte Contier-Morin sur la place des femmes dans les arts et la culture. Et dans ce rapport, il y avait Reine Pratt, donc, qui est autrice de 2 rapports sur les inégalités de genre dans le spectacle vivant en 2006 et 2009, je crois. Donc Reine Pratt a été auditionnée pour ce rapport, et Giovanna Zapperi, qui était professeure à l'école d'art de Bourges à cette époque-là. Et dans le rapport, elles font référence, elles utilisent l'expression, elles disent que dans les écoles d'art, il y a un certain nombre de lolitas qui travaillent sous l'égide de mentors et d'hommes assez âgés. Donc elles évoquent cette question du harcèlement sexuel. Après, cette question, elle a gagné en visibilité depuis que l'enquête s'est terminée, avec notamment le mouvement Balance ton école d'art. Donc en octobre 2020, il y a un certain nombre d'anciens étudiants d'école d'art qui ont lancé une association Balance ton école d'art sur les réseaux sociaux et qui ont publié un certain nombre de témoignages de violences de genre, qui portaient notamment sur l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. Et puis ensuite, un certain nombre d'écoles ont créé leur propre compte ou leur propre association, Balance ton école d'art. Donc oui, c'est quelque chose qui est présent dans les écoles. Et puis c'est quelque chose qui réapparaît comme ça un peu. C'est vers la fin. On a toujours l'impression de le redécouvrir. Mais par exemple, là, une des actualités un peu plus récentes, mais il y a un livre qui a été publié en janvier sur l'histoire des femmes aux Beaux-Arts, à l'École des Beaux-Arts de Paris. Donc un livre qui s'appelle « Les suffragettes de l'art, l'entrée des femmes à l'École des Beaux-Arts ». Un livre d'Anaïde Demir. Et en fait, le livre a été retiré des librairies fin février, donc là, il y a pas longtemps. Et en fait, il a été réimprimé avec 2 pages en moins. Et les sous-parties, les pages qui portaient sur la question du harcèlement sexuel et sur les années MeToo aux Beaux-Arts de Paris ont été supprimées. Et dans un article qui a été publié là, il y a quelques jours dans le Quotidien de l'Art, donc un journal spécialisé sur l'art contemporain, la directrice de l'école, Alexia Fabre, était interviewée, interrogée sur le fait d'avoir retiré ce livre.
Et donc elle disait, enfin je la cite, on ne peut pas raconter MeToo maintenant, c'est trop difficile de s'attaquer à l'histoire récente. Donc même si c'est des questions qui gagnent en visibilité, c'est des questions sur lesquelles il n'est pas forcément évident de travailler et qui ont des effets, notamment quand on n'anonymise pas, par exemple. Je ne sais pas du tout si le fait d'avoir anonymisé l'école, si ça aurait pu changer quelque chose ou pas, mais en tout cas, cette question-là des années MeToo aux Beaux-Arts de Paris a été du coup censurée. J'ai plein de questions. Merci encore pour la présentation. Désolée pour le retard. J'ai pas encore eu l'occasion de lire les livres, mais moi je travaille sur une recherche qui est très similaire. Je travaille sur les mouvements des femmes de la bande dessinée. Et donc dans mon terrain qui a été de 2019 jusqu'en 2022, donc il y a vraiment des trajectoires qui sont assez similaires. J'ai plein de questions, mais je ne vais pas vous laisser la parole. Donc déjà, tu parles à un moment de devenir artiste, et je voulais savoir quelle était cette définition que tu donnes de ce devenir artiste. Est-ce que c'est une définition par l'activité principale? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des trajectoires parallèles, en tout cas des métiers parallèles des métiers alimentaires qui peuvent permettre en fait aux créatrices de pouvoir vivre en faisant l'activité artistique. Et tu parles aussi du recrutement avant l'admission, donc les concours. Est-ce que ces concours, il est anonymisé où il y a les noms, en fait, quand on montre les dossiers, les noms des personnes, il y a un CV qui n'est pas anonymisé pour voir s'il y a déjà aussi des critères de discrimination, ne serait-ce que par les noms, qui peuvent être associés à un genre ou même à une origine sociale. Et pas trop m'éloigner, donc il y a aussi cette question sur les critères de professionnalisation. Donc tu parles de cette visibilité palmarès, mais aussi pour voir cette visibilité des femmes dans la bande dessinée. J'ai travaillé à peu près sur un système similaire. Donc tu parles des deux critères de reconnaissance, donc la reconnaissance marchande et la reconnaissance institutionnelle. Et moi, ce que je peux constater dans mon cas particulier, c'était un peu l'effet inverse. Donc, il y a une vente assez impressionnante des livres faits par des femmes de la bande dessinée, mais au contraire, au niveau de la reconnaissance institutionnelle, à part un cas unique qui est celui de Catherine Meurice, avec son intronisation à l'école, à l'Académie française, les femmes elles sont quasiment absentes des espaces institutionnalisés, ne serait-ce que les musées, les galeries, etc., etc. Et une dernière question aussi par rapport aux ateliers. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, les systèmes de professionnalisation et de réseautage après ce passage en atelier. Moi aussi, je l'ai constaté dans le cadre de mes observations. C'est qu'il y a ces réseautages qui s'est créé au premier abord dans cet espace-là, et c'est par la suite qu'ils peuvent rencontrer d'autres partenaires de travail, des collègues et même des mécènes. Donc, mais il y a aussi ces remarques, et des remarques sexistes, voire des SS qui peuvent être produites dans ces espaces-là, de la part des chefs des têtes des ateliers. Moi, par exemple, une des choses que j'avais pu écouter de la part de mes inquiétés, c'était qu'on essaie à faire des tâches associées aux femmes, comme aller acheter de la nourriture, faire le ménage, etc., aux femmes et pas aux hommes, ce qui les empêchait d'avoir un temps plus conséquent pour se consacrer à l'activité des créations elles-mêmes. Et je ne sais pas si tu as pu constater ce type d'expérience, en tout cas écouter des témoignages qui vont dans ce sens-là. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Pour la question du devenir artiste, de comment est-ce que j'ai étudié ça, en fait, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure sur le critère de professionnalité en fait, que j'ai retenu. Donc moi, j'ai retenu la réputation et je l'ai mesurée à partir de la visibilité donc dans les institutions et sur le marché. Donc pour l'analyse quantitative, en tout cas, c'est le critère que j'ai pris en compte. Après, effectivement, dans l'analyse de leur parcours, et puis dans les questions que je posais en entretien, je me suis effectivement aussi intéressée au fait de savoir comment est-ce qu'on finance sa pratique artistique, est-ce qu'on a un travail alimentaire à côté ou pas. Alors, je l'ai
je crois pas que ce soit dans le livre, en tout cas c'est dans un article qui doit paraître bientôt. Une des stratégies que j'ai pu identifier pour essayer de s'affirmer comme professionnelle par certaines artistes, c'est d'être indépendante financièrement. Donc notamment chez les plus jeunes, certaines refusent en fait d'être soutenues par leur famille ou par leurs compagnons parce que y a aussi tout un tas parce qu'elles veulent pas être identifiées en fait à la figure de l'artiste amatrice ou de l'artiste soutenu et qui fait des cours du soir et qui est soutenu par son compagnon. Et donc un certain nombre mettent en point d'honneur à être indépendantes financièrement en ayant des petits boulots à côté, mais qui du coup réduisent le temps dont elles disposent pour travailler leur carrière, du coup, pour reprendre l'expression. Donc effectivement, c'est quelque chose qui joue dans les parcours. Le concours, je ne sais pas s'il est anonymisé, parce que cette première étape, en fait, au moment où on évalue les dossiers artistiques et de candidature, c'est pas un moment que j'ai observé. Moi, j'aurais tendance... je pense pas que ça soit anonymisé. En tout cas, par exemple, dans la documentation que j'ai pu lire du concours, ou les documents que j'ai pu voir, il n'y avait rien qui indiquait qu'à tel endroit, il ne fallait pas mettre le nom de famille ou qu'il fallait pas... et je ne me souviens pas, par exemple, d'avoir vu un document où on rabat pour cacher un nom de famille, par exemple. Après, c'est pas, ce premier moment-là, je ne l'ai pas observé, donc je ne peux pas l'affirmer à 100%. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que l'entretien, c'est pas anonymisé, puisque le ou la candidate arrive, se présente, raconte son parcours. Donc, on va se imprimer déjà filtre. Non. Non, et du coup, c'est pas comme les entretiens, les auditions pour les orchestres où on met un paravent, par exemple. Là, en tout cas, c'est pas le cas. Après, cette question, je trouve ça intéressant, de savoir, je trouve ça intéressant de voir que dans le cas de la bande dessinée, du coup, la manière dont se fait le genre de la réputation entre les institutions et le marché, que en fait ça s'opère différemment. Et après sur la question des tâches différenciées dans les ateliers, en fait les ateliers c'est pas un espace. J'ai fait des observations de la sélection en fait des étudiants et des étudiantes dans les ateliers, mais après j'ai pas fait des observations du temps en atelier au sein de l'école. Et j'essaie de me souvenir, dans les entretiens avec les professeurs, certaines professeurs femmes mettaient, c'était plutôt un cas, mais il y en a une qui partageait la tête d'un atelier avec d'autres, avec des collègues masculins, et elle, effectivement, elle pouvait me dire que, par exemple, tout ce qui était propreté de l'atelier, ménage, c'était plutôt elle qui le mettait en œuvre. Oui, c'est vrai que dans les entretiens aussi que j'ai pu conduire avec les étudiantes, il y en a un certain nombre aussi qui disaient que, effectivement, la question de tenir l'atelier, de la propreté, c'était plutôt les étudiantes qui le mettaient en place. En deux questions. Alors, la première question qui m'intrigue, c'est que je vois une grande différence. Donc, moi, je travaille sur les chefs d'orchestre, et les chefs d'orchestre sont vraiment, en termes de quantitatif, c'est très différent de ce que tu décris dans le monde de l'art, où elles sont peut-être un peu moins de 50%. Tandis qu'en direction, elles sont à hauteur de 10% en France. Et je voulais savoir si, par exemple, toutes les choses que tu identifies par rapport aux discriminations genrées, est-ce qu'elles sont bien reconnues, identifiées, explicites dans ce domaine-là, malgré le fait que les femmes sont relativement présentes? Est-ce que c'est au niveau autant institutionnel que des carrières individuelles, est-ce que ces individus-là reconnaissent toutes ces discriminations? Ou est-ce que du fait qu'elles sont plus présentes, par exemple, que dans un milieu dans le mien, qui est celui de la direction d'orchestre, est-ce que justement ces discriminations, elles sont plus masquées, elles sont plus difficiles à relever, à identifier autant au niveau des institutions que des individus? Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, là, c'est plus par rapport à la question des critères d'évaluation des œuvres d'art. Donc là, j'imagine que c'est une grande question à se poser parce que je reviens sur les 5 critères dont je parlais: originalité, authenticité, innovation, cohérence, etc. Je me demande à quel point ces critères-là, ils ont
comment est-ce qu'exactement se produit cette évaluation des œuvres d'art? Comment est-ce qu'on peut identifier, dans le cadre du terrain que tu as analysé, comment est-ce qu'on peut identifier une œuvre d'art comme plus ou moins bonne? Comment est-ce qu'on peut identifier un artiste comme étant plus ou moins compétent? Par exemple, à la toute fin, tu disais par exemple que une artiste avait choisi de présenter des grands tableaux à côté, par exemple des grandes œuvres, je ne sais pas exactement comment tu les as qualifiées, mais juste à côté d'œuvres qui auraient été considérées comme féminines. Qu'est-ce qui fait en sorte, par exemple, que dans ce milieu, on puisse identifier les compétences artistiques de quelqu'un sans passer par des choses qui sont justement difficilement mesurables? Je ne sais pas s'il y a un élément de technicité qui pourrait être pris en compte, c'est pour ça que je demande. Et puis, j'imagine que aussi, ces critères d'évaluation, ils peuvent être très différents en fonction des différents langages artistiques. Et que les critères qu'on utilise pour évaluer la peinture et la sculpture sont peut-être pas du tout les mêmes que pour la céramique. Je ne sais pas à quel point on pourrait justement transposer exactement les mêmes critères à tous ces langages artistiques-là. Voilà. Merci pour toutes ces questions. Pour répondre à ta première question sur ce sur quoi j'ai travaillé et les mécanismes que je mets en évidence, est-ce qu'ils sont reconnus parce que les femmes sont... Enfin voilà, qu'on est à presque à 50%. En tout cas, moi, pendant que je conduisais, donc entre 2014 et 2018, quand je conduisais l'enquête, quand je venais, que je commençais l'entretien, alors je le présentais pas comme étant un travail sur les inégalités de genre, mais souvent la première réaction c'était de dire que non, il n'y avait pas de, qu'il n'y avait pas de, qu'aujourd'hui les femmes pouvaient s'en sortir aussi bien que les hommes. La preuve, elles sont majoritaires dans les écoles. Et puis en fait après un peu plus, dans l'entretien, je pouvais aussi revenir en détail et présenter le paradoxe que je présentais au départ. Et là, effectivement, il y a un certain nombre d'artistes femmes et puis parfois aussi des hommes qui donnaient l'exemple de leurs collègues féminines, qui disaient bah oui, c'est une grande question, voilà, en fait, on ne sait pas. Et c'est un peu ce que c'est pour ça que je donnais aussi que je citais l'artiste pour parler de l'articulation des méthodes, c'est que oui, de plus en plus, on a des indicateurs, des statistiques, des comptages qui permettent d'avoir des chiffres et d'objectiver la place des femmes dans un certain nombre de lieux de légitimation. Donc ça, une fois qu'on a des chiffres, entre guillemets, ça rassoit, c'est plus difficilement. Est-ce que les gens ont conscience de ces chiffres aussi? Oui, c'est des choses qui sont quand même assez diffusées. Et puis, il y a aussi des... n'étant plus en France, j'ai moins de liens avec le terrain, mais en général, dans le milieu de l'art contemporain, il y en a qui ont entendu parler de l'Observatoire des inégalités du ministère de la Culture. Il y a les publications du mouvement HF. Il y a le mouvement La part des femmes, donc là c'est plutôt du côté des photographes, mais qui a relayé un certain nombre, qui a compté la place des femmes dans un certain nombre de lieux de légitimation pour la photographie. Donc puis ça apparaît aussi dans les publications spécialisées. Je parlais du quotidien de l'art tout à l'heure. Donc ces chiffres-là, maintenant, ils sont connus. Ils sont pas trop, en général, ils sont pas forcément remis en question. Par contre, ce qui est difficile, c'est d'identifier les mécanismes, soit de les identifier, soit de les reconnaître en fait, parce que un des arguments aussi aujourd'hui, c'est de dire il y a eu MeToo, et puis il y a eu MeToo, on a visibilisé un certain nombre d'inégalités, on a mis en visibilité un certain nombre de choses. Et depuis tout va bien et il y a plus de problème et c'est quelque chose quelque chose que j'ai pu entendre aussi depuis, c'est que mon enquête est datée. Donc c'est qu'il y a une manière aussi de délégitimer et de remettre en cause ce que je peux montrer dans le livre, c'est de dire c'était avant MeToo, c'est daté, on n'en parle plus. Une des limites aussi de l'enquête, c'est que moi il y a un certain nombre de moments en fait où à la fin de la journée, j'avais envie de demander et pourquoi par exemple, je me disais pourquoi est-ce qu'on a pris celle-là ou pourquoi est-ce qu'on a pris celui-là, et en fait j'avais pas envie de réouvrir, que ça réouvre la délibération, donc j'ai pas posé cette question-là. Et puis je pense qu'il y a un certain, déjà moi dans mon analyse, c'est vrai que je me suis beaucoup
focaliser sur tout ce travail d'élimination et de quels sont les critères mobilisés pour les éliminer ou pour les sauver. Et du coup, quand on sélectionne, il y a aussi un certain nombre de non-dits ou comment on dit, d'implicites, mais et ça, je l'ai peut-être moins analysé. Enfin, il me semble que Nathalie Anish faisait la même remarque quand elle travaille sur les processus d'évaluation là, pour les FRAC, en disant qu'il faut aussi déconstruire tous ces implicites, toutes ces choses-là. Et effectivement, c'est peut-être quelque chose que j'ai moins regardé. Après, du coup, quand tu analyses le concours de recrutement, tu dis qu'il y a des épreuves sur dossier, il y a une sorte de note du dossier artistique qu'ils ont présenté, et après, à l'entretien, des fois, ils ont la note et ils s'en servent pas du tout pour juste se servir de moments d'entretien individuel. Enfin, du coup, juste t'as cette sorte de note qui existe au moment de... Ouais, alors en fait, cette note, justement, pour un certain nombre de candidats et de candidates, n'existe pas, parce que quand ils passent l'entretien, ces épreuves-là, elles n'avaient pas été corrigées. Donc en fait, il y avait certains et certaines candidates qui passaient l'entretien, on n'avait pas la note, ou alors en fait on a une note, mais certains professeurs vont mettre des notes de 0 à 20 avec des plus et des moins, certains professeurs vont mettre des notes de A, B, C, D avec des plus et des moins, donc en fait on peut pas comparer, des moins avec un 8. Bonjour et merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport au jugement des œuvres féminines et féministes qui étaient déclassantes sur cette évaluation-là. Mais est-ce qu'il y a une différence entre des œuvres jugées féminines et des œuvres jugées féministes? Et aussi, on sait qu'il y a aussi des revendications là-dessus pour certains artistes. Est-ce qu'il y a des différences aussi est-ce que quand ça revendique féministe ou féminine, et parfois aussi des moments d'opposition entre ces deux critères, de moyens d'évaluation, et si ça pouvait ensuite se retranscrire dans les carrières, parce que j'imagine que si on se revendique féministe, il peut y avoir parfois des lieux de visibilisation de galeries, je ne connais pas du tout ce milieu, mais peut-être des galeries qui vont se revendiquer militantes, ou je connais encore moins sur la revendication de féminine, qui peut aussi être en contradiction sur certains critères, pour certaines personnes, de féministes, etc. Je ne sais pas si c'est très clair. Féminine, féministe, il n'y avait pas vraiment de distinction, c'était un peu une espèce de catégorie, voilà. À partir du moment où ça a renvoyé au féminin, à l'intimité, au corps, à la sexualité, même s'il n'y avait pas forcément d'enjeu féministe derrière. Du coup, c'était des valeurs. Alors après, dans leur pratique, certaines, là c'est moi qui interprète, mais avaient un travail qu'on pourrait dire féminin, mais il y avait certaines œuvres qui étaient plus féministes, mais en même temps, elles ne présentaient pas forcément leur travail comme féministes. Il y a très peu de candidates, dans celles que j'ai observées, il y en a très très peu qui ont présenté leur travail comme étant quelque chose de féministe. Certaines disaient, je travaille sur le corps, je travaille sur l'intimité, mais ne prononçaient pas ce terme-là. Et après, dans les anciennes étudiantes des anciennes diplômées que j'ai rencontrées, là encore, j'ai pas rencontré d'artiste, à part une. Il y en a une qui vraiment me disait, moi je rentre pas trop dans le détail des pratiques à chaque fois pour pas les anonymiser, mais qui travaillait sur le corps, sur le corps féminin, et qui me disait aussi, même si c'était à l'époque pas quelque chose qu'elle essayait de trop mettre en avant, mais qui avait, soit dans les œuvres, soit dans certains gestes, me disait, ça c'est quelque chose de féministe, mais elle me le disait, mais c'était pas quelque chose qui allait être mis en avant dans un catalogue. Après, je pense que là, depuis, comme avec MeToo, puis il y a un certain nombre, il y a des parcours spéciaux, par exemple, dédiés des focus dédiés aux artistes femmes dans les foires d'art contemporain. Ces questions-là, elles ont gagné en visibilité, en légitimité. Donc aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre des artistes que j'ai interviewés, qui à l'époque me disaient non, féministe, c'est vraiment, c'est un peu le gros mot, quoi. Aujourd'hui, au contraire, endosserait affirmerait cette identité-là, et pas seulement en entretien, mais aussi dans un entretien avec une critique d'art ou avec un journaliste ou dans une exposition. Est-ce que vous avez pu observer ou soupçonner des effets, des biais de genre dans le palmarès Artefacts lui-même? Et l'autre question, c'est est-ce que vous avez des exemples de comment racialisation et genre peuvent interagir à différentes étapes de sélection genrée? Vous avez observé? Merci beaucoup.
En fait, ce palmarès, donc Artfacts, c'est comme une énorme base de données qui m'a permis d'avoir accès, en gros, à des tableaux Excel qui étaient déjà faits. Enfin, une fois qu'on a payé l'abonnement, on a accès à des tableaux Excel. Quand on fouille un peu, parce que ça ne sort pas tout de suite comme ça, et ça permet d'avoir, sur les dernières années, chaque année, on voit le nombre d'expositions individuelles, le nombre d'expositions collectives, le nombre d'expositions dans des institutions, dans des galeries, etc. Donc moi, ça m'a permis en fait de pas faire ce travail de quantification, c'est-à-dire de prendre le CV et de compter combien il y avait d'expositions individuelles, où est-ce qu'elles avaient lieu. Donc ça, Artfacts avait déjà fait ce travail pour moi et je me suis appuyée sur ça. Donc j'ai repris cette quantification-là pour construire ma base de données. Après, là où effectivement j'ai moins accès à l'information, c'est quand Artfacts classe les artistes et calcule le rang, parce que là il y a un algorithme qui est protégé en fait par le secret industriel, donc j'ai pas eu accès à l'algorithme. Après, en allant chercher, j'ai quand même trouvé un certain nombre de publications où Artfacts explique en fait comment est-ce que l'algorithme est construit, mais on n'a pas accès aux critères de pondération et des lieux, des pays, ces choses-là, elles sont protégées. Après, ce que je peux dire, c'est que Artfacts ne prend pas en compte la valeur marchande des œuvres. Et une des raisons, c'est aussi qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont présents dans le palmarès, dont les œuvres circulent seulement sur le premier marché, c'est-à-dire sont vendues en galerie. Et les prix en fait de vente en galerie sont pas du tout transparents. C'est très difficile d'avoir cette information-là. Donc Artfacts ne peut pas avoir accès. On a accès aux informations pour tout ce qui est second marché, vente aux enchères, mais tout ce qui se passe sur le premier marché, c'est très difficile d'avoir des informations et de travailler à partir de ça. Donc Artfacts ne tient pas compte de la valeur marchande, mais prend en compte la visibilité dans les galeries. Et du coup, moi, j'ai pris, la visibilité en galerie, j'ai pris ça comme un proxy de la valeur marchande. Après, j'ai pas de... du coup, là, comme ça, je peux pas dire... j'ai pas non plus la liste. C'est des milliers de lieux d'exposition. Je suis pas allée regarder le détail, et en plus, je pense que c'est même pas public, le détail des lieux d'exposition qui sont pris en compte par le palmarès. Après, alors moi, je me suis pas... je pense qu'il faudrait regarder peut-être plus du côté... Alors, je sais plus s'il y a quelque chose comme ça dans le travail d'Alain Quémin, où les sociologues qui travaillent sur les questions de globalisation, d'internationalisation du monde de l'art contemporain. Il y a Larissa Burholtz, par exemple, qui a aussi travaillé sur le palmarès Artfacts. Et je me demande si dans son livre, il n'y a pas une discussion autour du poids des pays. Mais alors, je m'avance peut-être trop, peut-être que c'est pas le cas. Mais il y a peut-être quelque chose à regarder sur le poids des pays et les institutions qui sont prises en compte dans tel ou tel pays, qui apparaissent ou pas dans le palmarès. Qui fait que, du coup, certains artistes vont être surreprésentés parce qu'ils exposent aux États-Unis, en Europe, et que c'est ce que prend en compte le palmarès. Et que le palmarès prend moins en compte... je sais pas, moi, les lieux d'exposition. Alors après, il y en a sans doute moins, mais au Nicaragua ou j'en sais rien, au Botswana. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose là qui se joue là. Et après sur la question de racialisation et genre, c'est quelque chose sur lequel j'ai plus travaillé dans le cadre du concours d'entrée en fait, parce que c'était là que j'avais plus de matériaux. Et c'est une question en fait que je pense qu'il y a à poursuivre, c'est que toutes ces barrières, tous ces obstacles, toutes ces barrières, ces mécanismes que je mets en évidence en disant qu'ils sont liés au genre, en fait, il y a un certain nombre de publications, soit de publications spécialisées du milieu de l'art contemporain, soit quelques travaux de jeunes chercheuses très récemment
qui suggèrent en fait que ces barrières, elles sont en jury, mais elles sont sans doute aussi racialisées. Mais après, voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas encore... j'ai moins travaillé. Y a-t-il des critères sur qui fait partie du jury dans le concours d'entrée à l'école, c'est-à-dire 50% femmes, hommes, il y a des critères sur ça. Et deuxième, je voulais savoir s'il y a des mobilisations autour des artistes, dans le milieu d'artistes contemporains, à part MeToo. Ok, merci pour les questions. Alors sur la composition sexuée du jury, donc c'est un jury qui est surtout masculin, et il y a, si je me trompe pas, il y avait 4 femmes et 20 hommes, la position de président du jury était occupée alternativement par 2 hommes. Le jury, il est composé de professeurs. Il n'y a pas de personnalité extérieure, donc c'est des professeurs de l'école. Il y a quelques anciens ou anciennes étudiantes dans le jury. Après, moi, du coup, dans le livre, dans la manière de restituer le matériau, et puis aussi, quand j'écris à partir de ça, je donne pas la position des personnes. En fait, je donne le sexe des jurés, mais je précise pas si tel juré est chef d'atelier, s'il est s'il est professeur d'histoire de l'art ou de technicité, parce que ça désanonymise, en fait, ça aurait désanonymisé les personnes. Sur la mobilisation est-ce qu'il y a eu d'autres mobilisations? Oui, il y a eu. Après, je travaille pas sur l'engagement des artistes, l'engagement politique des artistes ou sur les mobilisations, mais déjà c'est quelque chose qui est pas récent et qui est pas né en fait avec le mouvement MeToo. Sur la question des inégalités hommes-femmes, c'est quelque chose sur lesquels se mobilisent par exemple les Gorilla Girls dans les années 80. Et puis donc au début elles se mobilisent autour des questions de genre, et puis après elles incluent aussi dans leur mobilisation la question des discriminations raciales. Et puis par exemple ces dernières années, alors c'est pas des choses que j'ai suivies non plus dans le détail, mais par exemple là, je sais qu'il y avait des polémiques sur la future biennale, la biennale passée, la prochaine biennale de Venise. À chaque fois, quand on choisit tel ou tel représentant, il y a eu un certain nombre de mobilisations autour de la dernière Documenta qui était accusée d'antisémitisme. Enfin voilà, il y a des mobilisations autour d'un certain nombre de questions dans le milieu de l'art. Après, il y a aussi, là encore, c'est pas des choses que j'ai étudiées dans le détail, mais il y a aussi des mobilisations autour de la rémunération, par exemple, des artistes, des questions, de la reconnaissance économique aussi du travail artistique. Je pense à la BUS, par exemple, qui est un collectif qui est mobilisé autour de ces questions-là. Est-ce que tu as eu le sentiment, toi, que les femmes rencontrées lors des entretiens avaient une connaissance ou une reconnaissance de cette plus grande possibilité de vendre ou d'exposer dans les milieux institutionnels versus les milieux marchands privés? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une conscience de ça, et si oui, à quel moment de la carrière? Et ce qui m'amène un peu à une remarque un peu plus générale, qui sont moi-même effectivement aussi mes questionnements de recherche sur le genre dans les milieux artistiques, même si c'est des milieux différents, c'est que ça me donne l'impression qu'on retrouve quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, une dichotomie entre la formalisation des règles de candidature, d'études, depuis la formation jusqu'à la fin de la carrière. Plus les règles sont formelles et parfois en dehors donc de tout ce qui est de l'ordre de l'informel, tu as cité les hommes entre eux qui font des beuveries éventuellement, jusqu'à avoir le temps d'aller à l'hivernissage, etc., qui sont donc
les milieux informels, les endroits où les hommes peuvent le plus travailler, construire et réussir leur carrière, et les milieux plus formels, ceux où les femmes arrivent plus parce que la fabrication organisationnelle fait que plus accès, mais aussi que la règle est plus explicite. Est-ce que tu as l'impression que vraiment ça fait sens ou pas forcément? Ouais. Merci pour ces questions. Concernant ta première question, oui, elles ont... un certain nombre de femmes que j'ai rencontrées en fait voient bien que dans les galeries, quand elles regardent la liste des artistes qui sont représentés en galerie, elles voient bien que les femmes sont minoritaires, donc elles sont conscientes de ça. C'est pas forcément qu'elles se disent je vais pas aller, je veux pas être représentée par une galerie, mais en tout cas un certain nombre aussi disent qu'elles sont pas du tout à l'aise en fait dans les relations avec les galeristes ou avec les collectionneurs, qu'elles savent pas du tout comment quel comportement adopter, comment se comporter. Et du coup, ça peut faire en sorte qu'elles se mettent un peu en retrait ou vont moins vers ces espaces-là. Mais en même temps, une galerie, c'est pas... on n'arrive pas dans une galerie, on toque pas à la porte. En général, ceux qui ont essayé savent que on n'envoie pas son portfolio. En général, c'est quelque chose qu'on apprend un peu de manière informelle en école d'art, même si effectivement il y en a qui ont quand même fait ça en sortant, mais non, on n'envoie pas son portfolio. Et oui, c'est cette question de la dichotomie donc, entre des espaces où il y a des règles qui sont explicites, qui sont formalisées, et des espaces où tout se fait de manière beaucoup plus informelle. C'est complètement ça, avec cette division entre institutions et marché, puisque galerie, en fait, l'accès à une galerie ne se fait pas de manière formelle, et que l'accès à un certain nombre d'espaces de légitimation ou de visibilité liés aux institutions passe en fait par des processus qui sont formalisés avec des critères plus ou moins explicites, mais par exemple le fait d'obtenir un 1%, il faut faire un dossier. Alors certes, après il y a encore un entretien, mais en tout cas c'est une procédure qui est plus formalisée. Il y a tout un tas d'espaces de production ou de diffusion du travail auxquels on accède aussi en répondant à des appels à projets et donc par des procédures qui sont plus formalisées et qui effectivement sont plus accessibles aux artistes femmes. Et donc, ça sera très, très courte, peut-être que quand vous avez... je reviens tout de suite à la question. En fait, l'originalité ou l'authenticité de ce qui est retenu, soit des candidates ou des candidats, est-ce que c'est pas un peu lié aussi à ce qui sont exclus déjà pendant la première et deuxième sélection? Et en fait, les dossiers, les portfolios, c'est à travers les portfolios que les Beaux-Arts excluent ceux qui ne vont pas venir à l'examen, à l'entretien. Et donc, les critères d'authenticité, d'originalité, si on les mettait, ceux qui sont refusés et ceux qui sont admis à l'entretien, ils ne peuvent pas nous donner des critères de ce qui est choisi, de ce qui est refusé. Merci. Je vais essayer de répondre. En fait, le fait de mobiliser ou pas cette notion d'originalité ou d'authenticité, pour la première étape, moi, j'ai pas les données qui me permettent de voir si c'est des critères qui sont mobilisés ou pas, parce que c'est la première étape, je l'ai pas observé. Pendant l'entretien, il y a une fiche d'évaluation sur laquelle ne se base pas finalement le jury, mais en tout cas, il y a une fiche avec quelques critères qui sont donnés. Et il me semble, alors je sais plus si c'est innovation ou originalité qui est marqué sur cette fiche. Authenticité n'est pas sur la fiche, ça c'est sûr. Et du coup, mais après, moi, c'est en reprenant les notes d'observation et notamment des délibérations que j'ai pu mettre en évidence qu'il y avait cette question de l'originalité, de l'authenticité qui ressortait et que c'était un critère qui était mobilisé pour évaluer. Si on a encore le temps. Il y a une chose qui m'intrigue et que j'aimerais bien t'entendre parler un peu plus, c'est cette relation de proximité dont tu parles entre, par exemple, les artistes qui vont intégrer des ateliers et les chefs ou chefs d'atelier.
de ce que je comprends, donc ça me fait aussi penser à ma recherche, mais de ce que je comprends justement, le fait qu'une artiste femme vienne intégrer un atelier d'un chef d'atelier homme peut par exemple donner des ouvertures à des cas par exemple où cette relation évolue vers une relation sexualisée, comme tu disais, ce qui peut la pousser à sortir de l'atelier, et tu évoquais toutes ces questions de mobilité. Est-ce que tu vois d'autres façons aussi dans cette relation homme-femme, donc artiste au sein d'un atelier avec un chef d'atelier homme, qui peuvent aussi avoir des impacts sur l'accès de ces femmes qui ne vont pas aller jusqu'à la sortie, le départ de l'atelier. Je me dis par exemple que si une jeune femme sent qu'il y a une relation un peu étrange avec ce mentor ou avec cette personne qui pourrait lui transmettre non seulement son réseau, mais ses règles de l'art, est-ce qu'elles aussi vont essayer en quelque sorte de prendre de la distance? Et je vous demande aussi par rapport à leurs collègues hommes, est-ce que tu vois aussi un comportement différent qui pourrait se vérifier avec tes collègues hommes dans ce même cadre? Et puis, inversement, si, je ne sais pas si tu as pu l'observer, mais dans le cas d'ateliers où les chefs étaient des femmes, est-ce que les rapports étaient différents? Est-ce que la transmission de ces règles de l'art et de ce réseau se faisait différemment aussi auprès d'artistes femmes? Du coup, je vais juste rebondir sur cette dernière question de la transmission. Et parce que du coup, voilà, c'était ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que un certain nombre de chefs d'atelier disaient aussi en entretien qu'elles avaient aussi un peu le rôle de la maman et qu'elles prenaient en charge certaines questions. Alors là, c'est pas la transmission. C'est pas la transmission des règles, mais qu'en tout cas, elle prenait en charge un certain nombre de questions, notamment les questions liées à tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, que du coup, c'était vers elle qu'on se tournait et que c'était à elle de prendre ça en charge. Et puis, par exemple, les questions de précarité économique, ça, c'était des questions qui étaient plutôt prises en charge, d'après ses professeurs, par elle-même. Et puis donc, dans la transmission, ou en tout cas dans le rapport qu'elles instaurent dans l'atelier. Alors, je n'ai pas non plus rencontré toutes les chefs d'atelier, mais en tout cas, il y en avait une qui mettait en évidence qu'elle essayait d'instaurer de ne pas instaurer justement ce rapport de pouvoir et d'autorité, de casser ça, et d'avoir une autre relation en fait avec les étudiants, de ne pas avoir ce rapport de pouvoir et d'autorité, qui du coup doit jouer aussi dans la manière de transmettre les règles de l'art ou les réseaux. Après, là encore, je suis pas à l'observer en fait, donc j'ai pas assez de données en fait pour dire comment est-ce que ça peut s'opérer de manière différente en fonction de si on est avec un chef ou avec une chef d'atelier. Pour les relations pour ce qui est de la relation de proximité avec un chef d'atelier ou avec chef d'atelier ou aussi avec un professeur, effectivement, certaines étudiantes, en fait, il y a en entretien, elle me disait, il peut y avoir des comportements, il y a pu avoir des gestes ou des mots qui sont très ambigus et qui les mettent mal à l'aise, mais en fait, elles savent pas forcément comment qualifier ça. Mais effectivement, une des réactions, ça peut être de prendre de la distance et en tout cas de pas créer, de pas avoir cette relation, de pas avoir une relation de proximité avec le chef d'atelier. Et à l'inverse, certaines ne font pas du tout l'expérience d'une relation sexualisée avec leur chef d'atelier et ont bénéficié d'une relation vraiment très proche avec leur chef d'atelier qui a vraiment joué le rôle d'un mentor en les mettant en relation avec des professionnels, en leur donnant accès à un atelier à leur sortie de l'école et qui vraiment les aident aussi dans leur carrière. Donc il y a, il peut y avoir une relation de proximité sans que celle-ci soit sexualisée. Après, une des explications que je donne dans le livre aussi, c'est de dire que quand les étudiantes mettent en là c'est moi qui interprète ça comme ça, elle l'expliquait pas comme ça, mais en tout cas quand les étudiantes étaient en couple avec un étudiant au sein de l'école ou en dehors de l'école, mais qu'en tout cas cette relation était connue, ça désexualise aussi en fait la relation avec le chef d'atelier. Et effectivement, ces anciennes étudiantes-là que j'ai interviewées, du coup, avaient pu bénéficier du soutien de leur chef d'atelier qui avait joué le rôle du mentor.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup Mathilde pour ta venue et toutes tes réponses à toutes nos nombreuses questions. Merci à vous. C'était passionnant. Et merci à toutes et tous d'être venus aujourd'hui et pour votre participation. Et donc la prochaine séance, c'est le 24 avril avec Marjorie Glas, je vais le dire comme ça cette fois-ci, de 16h à 18h, quand l'art chasse le populaire socio-histoire du théâtre en France depuis 1945. Merci.